Bonjour, vous écoutez les podcasts de Fidesco. Et aujourd'hui, on va pas voyager bien loin puisqu'on reste en France. C'est un podcast un peu particulier parce que déconfinement oblige, ce sera notre dernier podcast de la série Confiné. Alors, on se déconfine en France, pas forcément dans le monde entier, mais voilà, c'est une décision qu'on a prise. Et par contre, on n'a pas investi les plateformes de podcast pour seulement 8 épisodes. Je vous en dirai un peu plus à la fin de cette interview. Donc voilà, nous sommes allés aux 4 coins du monde à la rencontre des volontaires qui poursuivent comme ils peuvent leur mission. Et aujourd'hui, nous recevons Aymeric Clerc, qui est le directeur de Fidesco. La crise affecte profondément le monde entier et notamment les populations les plus vulnérables. Et d'ailleurs, le pape François a tiré la sonnette d'alarme sur le cri des pauvres qui nous appelle. Vous vous demandez alors peut-être comment Fidesco a géré la crise auprès des volontaires, comment on se mobilise différemment pour répondre aux nouveaux besoins des plus pauvres et comment on envisage la suite. Et donc tout de suite, nous retrouvons le directeur de Fidesco. Bonjour Aymeric. Bonjour Marine, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Merci Aymeric de nous accorder de ton temps pour ce podcast. Alors ici en France, on se déconfine. La crise semble s'atténuer et nous pouvons doucement reprendre le cours de nos vies. Voilà, c'est super. Avec précaution certes. Qu'en est-il actuellement en Asie, en Afrique et en Amérique latine de manière assez brève ? Oui, alors peut-être avant de parler de tout ce qui se passe à l'autre bout du monde, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, je voudrais juste avoir une petite pensée pour tous ceux qui, en France, au plus près, sont touchés par cette crise. Voilà, je pense que c'est une crise, une pandémie, une crise sanitaire qui n'a épargné personne, partout dans le monde. Voilà, certains ont été touchés dans leur corps en attrapant la maladie, d'autres, évidemment, tous ensemble par ce confinement que nous avons vécu, d'autres ont perdu des proches. Voilà, peut-être juste avant de parler de ce qui se passe à l'autre bout du monde, je voudrais avoir une pensée pour tous ceux qui ont été confrontés à cette crise très proche de chez nous. Voilà. Pour être très rapide, sur les trois continents dans lesquels on est présent, donc l'Asie, l'Amérique latine et l'Afrique. L'Asie, c'est le continent d'où est partie cette pandémie. Les Philippines et l'Indonésie ont été pas mal touchés. Ils ont une certaine culture, j'ai envie de dire une certaine habitude de mettre en place des distances. Ils ont connu le SRAS il y a quelques années, ils ont connu plusieurs épisodes épidémiques qui fait que ils ont réussi très rapidement à mettre en place des mesures barrières. Le port du masque est quasi systématique partout en Asie. Voilà, donc c'est un continent qui gère l'épidémie à peu près comme nous en Europe. L'Afrique est un continent étonnamment où pour l'instant les chiffres ne semblent pas augmenter en Afrique. L'Afrique semble relativement épargnée. Alors à part l'Afrique du Sud qui compte de nombreux malades et de nombreux décès, les autres pays d'Afrique ont des statistiques plutôt faibles. C'est quelque chose que nous n'expliquons pas trop aujourd'hui. Alors on reste prudent parce que évidemment dans les conditions de beaucoup de pays africains, il y a peu de tests. Il y a peu de structures sanitaires pour accueillir les malades. Et j'ai envie de dire, si on ne teste pas les gens et si on n'accueille pas les malades dans les structures sanitaires, en fait, on s'étonne, on n'a pas trop de malades alors qu'il peut y en avoir partout. Notamment, je prends l'exemple à Madagascar, il y a très peu de cas, un peu plus de 500 cas seulement sur l'ensemble du pays. 2 décès officiels sur l'ensemble du pays également, et pourtant on apprend que dans l'est du pays, là où est le foyer de l'épidémie, il y a des morts, des cadavres qui sont retrouvés dans la ville. Alors on ne sait pas de quoi ils sont morts, on ne connaît pas l'origine du décès, mais ils sont pas testés, donc on peut pas les affecter non plus à cette crise sanitaire du Covid. Donc voilà, on est sur un continent qui nous pose question aujourd'hui, voilà, et qui nous pose pas mal de craintes parce que les conséquences de la crise risquent d'être plus des mouvements sociaux, des perturbations, des déséquilibres, on va dire, des déstabilisations des structures économiques, politiques en place. Voilà. Et puis l'Amérique latine. Alors l'Amérique latine aujourd'hui, c'est un continent qui nous
inquiète également. Ils ont les chiffres effectivement annoncés sont pas très bons. Les chiffres sont terribles. Ils sont en pleine flambée de l'épidémie. Demain, clairement, aujourd'hui et demain, ils sont en train de passer ça va devenir le foyer principal de cette épidémie. Il y a des pays comme le Brésil ou comme le Chili qui font le pari de l'immunité collective, donc qui ne mettent pas en place de mesures barrières, de mesures de confinement, en tout cas de mesures pour essayer de ralentir la progression de l'épidémie. Et donc ça donne des populations qui sont extrêmement touchées et qui risquent de l'être encore plus demain. Dans ces continents, donc il y a des populations qui sont particulièrement vulnérables. L'Afrique, effectivement, manque de moyens pour répertorier les personnes qui sont atteintes. Donc il y a aussi un problème qui se pose pour aider à soigner. Quelles sont tes craintes, en fait, pour ces populations plus vulnérables ? Alors, mes craintes, elles sont de deux ordres. Le premier ordre, c'est de l'ordre sanitaire, c'est-à-dire qu'on sait que tous ces pays ne sauront pas face, particulièrement en Afrique, ne sauront pas faire face à un nombre important de malades. Donc ça veut dire qu'en fait, les malades ne seront pas traités et on risque d'avoir un taux de mortalité énorme des populations les plus démunies, pour lesquelles aucune mesure sanitaire ne sera prise. Voilà, ça c'est le premier ordre d'inquiétude. Les autres inquiétudes, c'est plus qu'on se retrouve avec des populations qui déjà manquent de tout habituellement et qui se retrouvent dans des situations encore plus précaires. Certains pays, la plupart des pays ont fermé leurs frontières. Il y a des mesures de confinement qui ont été mises en place. Il y a des mesures de restriction des déplacements. Et tout ça, ça n'est pas sans conséquences immédiates sur le quotidien des personnes. La plupart des gens vivent au jour le jour, travaillent le matin pour gagner un peu d'argent pour manger l'après-midi. Ils sont déjà en mode survie habituellement. Et là, effectivement, on a beaucoup d'inquiétudes liées à des famines, à des gens qui n'auront plus accès à de la nourriture de base. Voilà, et puis pas de conditions sanitaires, et puis un risque de précarisation, de tomber dans l'extrême pauvreté. Le risque est très fort qu'ils tombent dans l'extrême pauvreté. Face au manque de matériel, à la hausse des prix, des aliments de base, comment les volontaires Fidesco s'adaptent ? Parce que normalement, les volontaires sont envoyés dans un objectif de développement sur du long terme, par l'apport de leurs compétences. Est-ce que là, ils continuent tel quel ? Comment ça s'organise ? Alors évidemment, toutes les missions ont été touchées, c'est-à-dire que la plupart des volontaires qui sont sur le terrain ont vu leur mission profondément changer. Ils ne peuvent pas forcément réaliser les missions pour lesquelles ils étaient partis. Et puis en même temps, il y a cette urgence et ce nouveau contexte où ils ont dû s'adapter et voilà, ils ont adapté leur mission pour faire face directement à la crise et venir en aide directement aux populations qui sont touchées par cette crise. Alors, effectivement, ils nous témoignent dans les différents podcasts et même dans les liens qu'on peut avoir avec eux au suivi de l'adaptation des missions. Ils cousent des masques, ils s'organisent différemment, mais pourtant, ils nous ont aussi demandé, si je me trompe pas, comment on peut venir en aide de manière différente, parce qu'il y a des nouvelles nécessités qui émergent et on peut pas rester indifférent à ça. Oui, alors effectivement, tous les volontaires qui sont sur le terrain sont impactés dans leur mission. Ils ne sont plus évidemment en train de réaliser leur mission initiale pour la plupart, et ils font face à des nouveaux enjeux, et j'ai envie de dire peut-être moins des enjeux de développement que des enjeux d'urgence vitale à court terme. Il y en a beaucoup qui nous ont appelés, qui nous ont sollicités pour nous demander qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui. On voit le monde autour de nous, les populations qu'on est parti servir très concrètement, qui ne s'en sortent plus. Comment faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire
Voilà, comment est-ce qu'on peut se réadapter? Ce sont des questions que nous avons pris très au sérieux et qui nous ont amené à une réflexion sur peut-être les modalités d'action de Fidesco dans cette période si particulière. Effectivement, Fidesco, vous le savez bien, c'est un organisme d'envoi de volontaires de solidarité internationale, c'est-à-dire que nous envoyons notre manière d'agir auprès des plus pauvres, c'est d'envoyer des volontaires, des personnes qui donnent de leur temps, de leur énergie et qui mettent leurs compétences au service des projets de développement qui sont portés localement par nos partenaires sur place. Dans ce contexte si particulier, on s'est dit qu'on ne pouvait pas se limiter à ça, que l'urgence était telle et que les appels à la fois des populations les plus démunies qui nous parviennent par les volontaires, par nos volontaires et par nos partenaires, les appels sont tels qu'on s'est dit qu'il fallait peut-être dans cette période nous réadapter et on a décidé de dégager une enveloppe budgétaire pour pouvoir subvenir aux situations les plus urgentes qui nous sont remontées par les volontaires et par les partenaires. Alors, ces situations les plus urgentes, elles sont de 3 ordres. Des situations d'urgence sanitaire. Dans beaucoup de pays, ils ne sont pas prêts à faire face à cette crise-là. Donc évidemment, manque de matériel, manque de masques, manque de gel hydroalcoolique, des respirateurs artificiels, j'en parle même pas. Voilà, donc le premier type d'action auquel on a décidé de répondre, ce sont ces demandes d'aide de matériel. Le deuxième type d'action auquel on a décidé de répondre aussi, ce sont des demandes de produits de première nécessité. Il y a beaucoup de personnes, comme on le disait tout à l'heure, qui sont directement touchées, qui ne peuvent plus manger à leur faim correctement au jour le jour. Donc on a répondu à des projets de distribution de nourriture et de matériel de première nécessité. Aymeric, tu nous parles d'une enveloppe budgétaire qui a été mise en place pour répondre aux besoins urgents identifiés sur le terrain par les volontaires. En fait, ça correspond à une cagnotte qui a été lancée récemment. Et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette cagnotte, d'où elle vient, comment elle va se faire, avec qui, pendant combien de temps, pour quel montant ? Oui, alors pour répondre effectivement à tous ces appels très pressants qui viennent du terrain, nous avons besoin et donc nous avons lancé une collecte de fonds particulière qui prend la forme d'une cagnotte en ligne. Nous avons identifié pour l'instant, pour répondre aux besoins les plus urgents et les plus pressants, une somme de 60 000 euros. Voilà, que nous collectons en ligne. Nous comptons vraiment sur la contribution de nos donateurs qui nous soutiennent généreusement et fidèlement depuis des années, voilà, pour nous soutenir et participer à leur mesure à ce besoin, on va dire, tout à fait exceptionnel et inédit. En quoi la crise a bousculé les convictions de l'association ? En fait, cette crise, elle nous fait réaliser que on est dans un monde interconnecté, qu'on le veuille ou non, on est dans un monde interconnecté, et la mondialisation a fait du monde un grand village où tout est connecté et tout est lié. Donc l'information circule, les marchandises circulent, les personnes circulent en des temps records. Pour l'information, c'est immédiat quasiment d'un bout à l'autre de la planète. Pour traverser la moitié de la planète, il faut quoi ? Il faut 12 heures en avion. Voilà, en fait, on est réellement devenu un grand village, mais un grand village avec des riches, des pauvres et des gens qui ne se comprennent pas forcément. Et si on ne prend pas profondément conscience de la fraternité qui nous unit, si on ne prend pas conscience du fait qu'on est réellement frères, qui habitent une même maison, la maison commune, nous dit le pape François, et ben inévitablement, les plus forts vont écraser les plus faibles. C'est déjà ce qui est en train de se produire partout, ce qui est aussi lié à la nature humaine. Mais en fait, ce grand village, inévitablement, il va prendre feu parce que ces injustices ne peuvent pas durer éternellement. Voilà, il me semble que c'est vraiment le grand enseignement, c'est la fraternité que nous enseigne cette crise, et la fraternité en tant que hommes et femmes vulnérables, faibles, petits, voilà, incarnés.
créature, quoi, vraiment. C'est en prenant conscience de ça que nous pourrons construire des ponts, construire la fraternité et construire un monde de paix, véritablement. Et donc les volontaires sur le terrain sont partis essayer de construire comme ils peuvent à leur échelle cette fraternité, cette paix. Pourtant dans un contexte aussi particulier, on peut se demander un peu comment on gère cette crise de l'intérieur. Chez Fidesco, comment vous avez fait face à tout ça? Oui, alors effectivement, les volontaires sont partis, vous savez, chez Fidesco, toujours pour deux piliers principaux, deux raisons principales, mettre leurs compétences au service des plus pauvres et donc travailler réellement dans des projets de développement. Et puis, il y a une deuxième dimension qui est celle d'être avec, de vivre avec, et de vivre fraternellement, d'être des frères. Alors, cette dimension, elle prend une réalité toute particulière pendant cette crise, cette deuxième dimension du vivre avec, parce qu'elle est très forte et elle a un témoignage très fort. La plupart de nos volontaires sont restés sur le terrain. On a sur 170, entre 170 et 180 volontaires sur le terrain, on en a une petite quarantaine qui est rentrée, principalement pour des raisons de santé, des personnes qui étaient plutôt à risque et donc on a préféré leur demander de rentrer pour ne pas prendre des risques excessifs. Les autres sont tous restés sur le terrain. Alors, comme je vous disais au début, leur mission était très impactée. Ils sont plus forcément en train de réaliser le travail pour lequel ils étaient partis. Mais ils sont là et là aussi, j'ai envie de dire, ce sont des volontaires de la fraternité. Ils sont là pour vivre avec. Et ils vivent cette crise, cette difficulté conjointement, main dans la main avec avec les populations locales. Et voilà, il y a quelque chose de très fort qui se vit en ce moment sur le terrain entre les volontaires et les populations. Et certains volontaires aussi vont rentrer cet été, alors pas du tout dans le cadre de la crise, mais parce que leur mission se termine. J'ai l'impression aussi, en discutant autour de moi, qu'il y a aussi beaucoup de jeunes, en étant enfermés face à une situation qui nous dépassait et qui était catastrophique, tout le monde a été touché. J'ai senti un peu qu'il y avait un réveil des cœurs en disant en fait j'ai envie de servir, j'ai envie de me lever, un peu une nouvelle quête de sens, une envie de changer les choses. Peut-être que certains d'ailleurs en sont venus à se poser la question d'un départ. Je crois qu'on a quelques demandes de départ en mission aussi, peut-être liées à la situation. Aujourd'hui, les frontières elles sont fermées, la crise n'est pas tout à fait passée. Il y a des risques qui s'accentuent en Amérique latine, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que vous prévoyez quand même d'envoyer des volontaires en mission cette année ? Oui, alors bien sûr, on prévoit d'envoyer des volontaires en mission cette année, parce que les besoins sont toujours énormes. Oui, alors une période de confinement, une période de crise comme celle que nous avons vécue et que nous sommes encore en train de vivre, évidemment, il y a un fruit qui est très fort, c'est que elle recentre sur l'essentiel. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui, au cours de ce confinement, en fait, finalement, c'est un petit peu comme une pause obligé, un passage obligé, une pause où on se repose la question du sens. Qu'est-ce qui est l'essentiel dans ma vie? Pourquoi je vis? Qu'est-ce que je veux faire? Voilà. Et donc ça, je pense que c'est aussi un fruit pour tous, que ce soit en France, dans toutes les associations, mais au-delà des associations, dans le fait de se reposer la question du sens de sa vie et de son engagement autour de soi, c'est une vraie question à la fois spirituelle, humaine, voilà. Et je pense que ça sera un des fruits de cette crise. Après, oui, nous prévoyons d'envoyer des volontaires. Alors, il a fallu qu'on s'organise aussi cette année parce que il y a des volontaires qui ont levé la main pour se dire nous on désire partir et on ressent cet appel à partir en mission dans un pays en voie de développement pour servir les populations les plus pauvres, mais on n'a pas pu mener, vous imaginez bien, les formations, la préparation au départ comme on le fait habituellement. Donc il a fallu aussi en France qu'on se réorganise. On a monté des sessions de formation en e-learning, enfin à distance. Donc voilà, donc tout un travail à la fois technique pour mettre en place
tout ça au niveau informatique, au niveau de tout ce que ça implique en formation à distance, et puis de revoir aussi les contenus des formations. Il a fallu qu'on adapte complètement nos process, nos manières de faire à la situation que nous vivions. Voilà. Au terme de ça, nous enverrons en mission une promotion, je pense, entre 80 et 90 volontaires cet été, qui devraient rejoindre leur mission à partir de septembre. On s'adapte aux contraintes parce qu'il faut qu'on s'adapte aux contraintes, mais on reste très déterminé à poursuivre notre mission et à continuer à envoyer des volontaires. On a beaucoup de témoignages aussi de partenaires actuellement qui nous disent heureusement que les volontaires c'est là, on compte toujours sur votre aide. On compte peut-être encore plus sur votre aide dans le contexte actuel et malheureusement dans les perspectives que nous avons au niveau économique, social qui vont se produire dans les prochains mois. Donc nos partenaires nous disent au contraire, on compte sur vous, ne nous lâchez pas, et donc on reste très déterminés pour continuer à aider au mieux les populations au loin les populations les plus pauvres. Donc finalement, si je le dis peut-être un peu de manière un peu crue, j'ai envie de dire, c'est même pas Fidesco qui s'obstine, c'est qu'il y a un vrai appel des partenaires. Oui, et c'est pas de l'obstination, c'est de la détermination. Les besoins, les appels, on en a parlé tout à l'heure, mais les appels sur le terrain sont toujours aussi pressants. Ce cri du pauvre dont nous a parlé le pape François, ce cri du pauvre, il est encore plus fort que d'habitude actuellement. Et il nous est relayé, il arrive jusqu'à nous, Fidesco, à travers nos partenaires, à travers nos volontaires, à travers les réseaux que nous avons localement. Et il nous semble qu'il est profondément dans notre mission, et donc profondément de notre devoir aussi d'y répondre, de faire le maximum pour pouvoir y répondre en tout cas. Merci Émeric pour toutes ces informations qui nous ouvrent les yeux vraiment sur d'autres réalités. Merci aussi pour ce message d'espérance face à une situation difficile qui nous dépasse tous. Ce message de fraternité et de construction de la paix, c'est vraiment quelque chose qui peut être moteur dans cette après-crise. Alors pour terminer, dans cet élan d'espérance qui nous mène à la joie, en fait, nous avons l'habitude dans les podcasts confinés de lancer des défis entre les personnes interviewées. Et la semaine dernière, j'ai interviewé Hugo et Aude qui sont en mission au Chili. Et ils te lancent un défi, c'est de raconter une petite blague en malgache. Une petite blague en malgache. Oh là, ouais. Ils sont durs. Ils sont durs. Non, mais je vais adapter un petit peu le défi culturellement, parce que on se raconte pas beaucoup de blagues à Madagascar. Je sais pas si c'est profondément dans la culture malgache. Par contre, il y a quelque chose qui est très important à Madagascar, c'est les proverbes. Et en fait, la philosophie de la vie, tout passe par les proverbes. Alors, j'ai en tête un proverbe qui me vient à l'esprit, qui est très adapté à cette crise, qui est, alors je vais le dire en malgache, et puis peut-être que le prochain défi, ce sera de le traduire, je sais pas. C'est Tanteli Tanteli ambauna ni fienana. Voilà. Alors, je sais pas si je le traduis. Si je veux bien, s'il te plaît, quand même. Ce qui veut dire littéralement, le miel et l'aloès, c'est la vie. Alors, il faut peut-être une deuxième traduction culturelle, parce qu'en fait, les proverbes malgaches sont toujours très imagés, mais veulent dire quelque chose de profond. En fait, la vie est faite de joie et de difficulté. Donc, le miel, la douceur du miel, le miel, c'est ce qui est agréable dans la vie, et l'aloès, c'est quelque chose de très amer, c'est pas du tout bon au goût. Ça, c'est plus les difficultés, et tout ça, c'est la vie. En fait, la vie est faite de joie et de difficulté. Tanteli ambauna ni fienana. Je suis pas sûre de retenir, mais je vais le retenir en français déjà. Bon, je précise juste à ceux qui nous écoutent que Émeric, t'es parti 3 ans à Madagascar et que c'est pour ça que tu peux nous parler de ce proverbe. C'est le dernier podcast de la série, donc tu vas pas pouvoir lancer un défi à des volontaires qui vont être interviewés ensuite. Par contre, je te propose... Ah, je suis déçu. Ah, t'es déçu, mais alors attends, j'ai une proposition. Tu peux peut-être lancer un défi où
ou faire passer un message particulier, une action à mener à ceux qui nous écoutent, peut-être pour mettre en mouvement dans cette après-déconfinement. Ouais. Ah bah super. Alors si j'ai l'occasion, moi je voudrais lancer un défi à tous ceux qui nous écoutent. Ce défi, c'est avant cet été ou pendant l'été, pendant ce temps de déconfinement, posez-vous la question: pourquoi je partirais pas en mission avec Fidesco? Pourquoi est-ce que j'irais pas rejoindre pourquoi est-ce que j'irais pas vivre une aventure unique, à la fois une aventure humaine, culturelle, spirituelle unique, et une aventure de service, en mettant mes compétences auprès de tous ceux qui en ont le plus besoin, les populations les plus démunies à l'autre bout du monde. Bon, alors j'espère que tous ceux qui nous écoutent vont se poser la question. Merci Aymeric. Merci Marine, au revoir à tous, merci à tous les auditeurs d'avoir pour leur écoute, et puis comme on dit en ce moment, comme il est d'usage de dire en ce moment, bon déconfinement à tous. La série des podcasts confinés de Fidesco se termine, c'est le dernier épisode, et donc la bonne nouvelle, c'est qu'on vous prépare des surprises pour la rentrée scolaire prochaine, en termes de podcasts. Donc restez connectés, et en attendant des nouveaux contenus podcasts, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux pour suivre les aventures des volontaires et futurs volontaires de la promo 2020 qui sera envoyée en mission cet été. On va se retrouver, donc vous aurez des petites nouvelles sur Instagram, Facebook. Donc suivez-nous. En tout cas, prenez soin de vous et à très bientôt.